Le célèbre créateur de mode international Gianni Versace est sorti de sa résidence à South Beach pour acheter quelques magazines dans un kiosque local. Alors qu'il revenait chez lui et s'apprêtait à ouvrir la porte, il a été abattu de 2 balles dans la tête et s'est effondré mort sur le coup. Malgré l'intervention rapide de la police et une chasse à l'homme de grande ampleur, l'assaillant est parvenu à s'échapper. On découvrira bientôt que Versace n'était pas une victime choisie au hasard. Il était simplement le dernier d'une série de meurtres perpétrés à travers les États-Unis par une seule et même personne. Cette personne s'appelait Andrew Cunanan, un nom qui allait bientôt devenir synonyme de meurtre de sang-froid et de peur. Mais avant d'écouter cette histoire fascinante, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Chronique des Charges. Entrons dans l'affaire. Andrew Cunanan est né le 31 août 1969 dans la ville de National City, au sud de San Diego en Californie. Ses parents, Modesto et Marianne Cunanan, menaient une vie ordinaire. Modesto, originaire des Philippines, servait comme officier dans la marine des États-Unis. Après sa retraite, il est devenu courtier en bourse et assurait la stabilité financière de la famille, tandis que Marianne, fervente catholique, emmenait souvent Andrew et ses frères et sœurs à la messe. Modesto était connu pour son éducation stricte, souvent jusqu'à la limite de l'abus. Andrew racontait à ses camarades d'école que son père le punissait à tel point qu'il en gardait des bleus sur le dos et le ventre. Cette douleur physique et émotionnelle a accompagné Andrew toute sa vie, laissant des cicatrices profondes sur son équilibre mental. Dès ses années scolaires, Andrew montrait des capacités intellectuelles hors du commun. On disait qu'il possédait une intelligence exceptionnelle. Il était connu pour lire l'encyclopédie avant de se coucher, alors qu'il n'avait que 10 ans. Les gens racontaient que ses parents le surprotégeaient et le gâtaient en raison de son intelligence. Ils l'ont inscrit dans une école privée épiscopale à San Diego, où ses professeurs ont vite remarqué qu'il retenait tous les noms et semblait doté d'une mémoire photographique. À l'école, Andrew avait compris qu'il pouvait obtenir presque tout ce qu'il voulait grâce à son apparence et à son charme. À l'adolescence, il a développé une obsession pour les vêtements et la mode. Il achetait constamment de nouveaux habits et changeait souvent de coiffure, se souciant toujours de son apparence pour impressionner les autres. Il était souvent harcelé par les autres élèves, qui remettaient en question son orientation sexuelle. Pourtant, Andrew a rapidement assumé sa sexualité et s'est montré ouvert à ce sujet dès son plus jeune âge, faisant preuve d'un courage et d'une confiance en soi remarquables malgré l'environnement hostile. Il est devenu sexuellement actif à l'âge de 14 ans et a entamé une relation avec un homme plus âgé, dont on disait qu'il était marié et père de famille. Cet homme emmenait Andrew dîner, lui offrait des cadeaux, des choses auxquelles tout adolescent pouvait vite devenir accro. Alors que ses frères et sœurs avaient quitté la maison et que ses parents étaient trop occupés pour remarquer ses sorties nocturnes, Andrew faisait tout pour vivre la vie de ses rêves. Grand, bien bâti, avec une apparence plus mûre que son âge réel. Andrew fréquentait les clubs gays de la ville en se présentant sous différents noms. Andrew Dilva, David Morales ou encore Drew Phillips, se faisant passer pour un apprenti marchand d'art. À 16 ans, sa relation avec l'homme marié avait déjà pris fin et sa mère ignorait toujours son homosexualité. Elle tenta de se rapprocher de lui et convainquit Modesto de lui offrir une Nissan 300 ZX rouge pour son 16e anniversaire. Mais au lieu de créer un lien, ce cadeau produisit l'effet inverse. Andrew se sentit insulté, pensant que ses parents tentèrent d'acheter son affection. À l'école, son comportement excentrique attirait encore plus l'attention. Finalement, ses camarades finirent par l'accepter, le voyant davantage comme un bouffon que comme un adolescent homosexuel. Lorsqu'il termina le lycée, sa citation dans l'album de fin d'année était « Après moi, le déluge », une phrase qui allait s'avérer prophétique. En 1987, Andrew entra à l'université de San Diego pour étudier l'histoire.
peut-être une manière pour lui d'élargir ses connaissances et d'alimenter ses conversations avec des hommes plus âgés et riches. Il devint rapidement populaire parmi les hommes aisés et plus âgés, ce qui lui apporta de nombreux avantages. L'un d'eux lui offrit même une voiture d'une valeur de 30 000 $. Il semblerait que ses parents aient alors découvert son homosexualité, mais ne lui en parlèrent pas, acceptant la situation en silence. En octobre 1988, Modesto fut licencié de son poste de courtier en bourse et proposa de vendre la maison pour déménager aux Philippines. Marianne refusa de quitter la Californie, mais Modesto avait déjà pris sa décision. Il n'avait pas révélé que son licenciement était en réalité dû à un détournement de 106 000 $. Craignant une enquête judiciaire pour cette escroquerie, il voulait fuir le pays. La maison fut mise en vente et après avoir trouvé un acheteur, Modesto partit promettant à sa femme de lui laisser assez d'argent pour acheter une maison plus modeste. Pourtant, une fois la vente conclue, Marianne ne reçut que 3 000 $. Modesto avait en réalité abandonné sa famille sans rien leur laisser. Après son départ, Marianne affronta enfin Andrew à propos de son homosexualité et lui dit qu'elle avait honte de lui. Andrew s'emporta, la poussa contre un mur dans le jardin et lui démit l'épaule, le tout sous les yeux d'un voisin. Modesto proposa à Andrew de venir le rejoindre aux Philippines et Andrew accepta, pensant que c'était mieux que de rester avec sa mère. Il abandonna ses études et partit à Manille, mais réalisa très vite qu'il n'était pas préparé à ce qu'il allait découvrir. Son père vivait dans une cabane, dans l'un des pires bidonvilles en périphérie, vendant des objets d'occasion dans la rue. Modesto espérait qu'Andrew travaillerait avec lui, mais ce mode de vie ne correspondait en rien aux attentes de son fils. Andrew voulut immédiatement retourner aux États-Unis et élabora un plan pour gagner assez d'argent pour un billet. Il se rendit dans le quartier rouge, espérant y retrouver le style de vie qu'il avait à San Diego. Mais la scène était très différente. Il rencontra des travailleuses du sexe qui lui conseillèrent de se travestir pour attirer plus de clients. Après avoir suivi leurs conseils, il parvint à se constituer une clientèle régulière et au bout de 3 mois, il put acheter un billet aller simple pour la Californie. Son père ne montra aucun intérêt à renouer avec Marianne et Andrew retourna vivre sur la côte ouest à San Francisco, dans le quartier Castro épicentre de la scène gay de la ville, voire même du pays. Andrew était prêt à tout recommencer, espérant trouver un nouveau protecteur capable de lui offrir la vie qu'il estimait méritée. Bien qu'il ait gardé des contacts à San Diego, il ne parvint pas à retrouver son rythme de vie aussi facilement qu'il l'avait imaginé. Il travailla dans une cuisine et passait ses soirées dans les bars, se faisant passer pour divers personnages, héritier d'une plantation de sucre, entrepreneur en bâtiment ou acteur en devenir. En 1990, après une production d'opéra à San Francisco, Andrew rencontra un riche protecteur qui lui offrit le mode de vie qu'il convoitait. Il fréquentait régulièrement les clubs et Andrew racontait qu'il avait été reconnu par Gianni Versace lors d'une soirée. Une histoire que peu de gens prenaient au sérieux. Au début des années 90, Andrew et son compagnon s'impliquèrent dans le milieu BDSM et Andrew joua même dans 2 films BDSM à petit budget, sans être rémunéré, pour faire plaisir à son partenaire. Il emménagea ensuite chez un autre homme encore plus fortuné, mais s'en lassa rapidement et décida de retourner à San Diego où il se réintégra rapidement dans la scène locale et trouva un nouveau mécène pour subvenir à ses besoins. Contre toute attente, Andrew renoua également avec sa mère. Ils partageaient un appartement en centre-ville, chacun payant la moitié du loyer. Marianne vivait dans le déni de l'homosexualité de son fils et l'encourageait constamment à l'accompagner à la messe, ce qu'il faisait parfois pour lui faire plaisir. Andrew stupéfia bientôt ses amis en affirmant avoir une ex-femme et un enfant. Un soir, dans un bar, il sortit une photo usée de sa poche et la montra à un client, prétendant qu'il s'agissait de son ex-épouse et de leur enfant.
Il affirmait s'être secrètement marié à une Espagnole pour l'aider à obtenir une carte verte contre 1000 $. Après la cérémonie, ils s'étaient séparés, mais s'étaient retrouvés quelques mois plus tard, découvrant une attirance mutuelle, ce qui aurait conduit à une grossesse. Il déclara avoir tenté de subvenir aux besoins de sa femme et de leur futur enfant, en travaillant dans une pharmacie, mais détestait ce travail et finit par abandonner, revenant à sa vie de dépendance envers des hommes riches plus âgés. Peu de gens croyaient à son histoire, à juste titre. Andrew n'avait jamais été marié ni eu d'enfant. La photo qu'il montrait était en réalité celle d'une amie avec son enfant. En 1995, son mécène du moment mit fin à leur relation, car Andrew dépensait trop d'argent pour d'autres hommes. Il avait vidé la carte de crédit de son protecteur et exigea une compensation uniquement s'il recevait une Mercedes. Jeff Tra avait, quant à lui, toujours rêvé de devenir pilote de chasse. Élevé dans une région rurale de l'Illinois, il avait suivi des cours de pilotage au lycée et travaillé dans un petit aéroport local après l'école. Après avoir terminé ses études secondaires, il s'était engagé dans la marine, mais malheureusement, ses notes n'étaient pas suffisantes pour réaliser son rêve. Néanmoins, il appréciait la discipline militaire et après avoir obtenu son diplôme de l'Académie navale, il fut affecté à San Diego, où il fit la connaissance d'Andrew. Les deux hommes s'entendirent très bien et leur relation était différente de celle qu'Andrew avait eue auparavant. Cette fois, c'était Andrew qui payait les sorties. Avec le temps, Andrew commença à dire aux gens que Jeff était son meilleur ami. À mesure que Jeff se sentait plus à l'aise avec sa sexualité, il comprit que l'armée n'était peut-être pas le meilleur choix pour lui et il envisagea un changement de carrière. L'une des possibilités était de devenir policier, alors il acheta un pistolet Taurus calibre 40 PT 100. Jeff était un expert en armes de poing et en fusils dans la marine, et parfois Andrew l'accompagnait au stand de tir. En 1995, Jeff passa l'examen de la fonction publique en Californie, puis quitta rapidement la marine pour déménager à Sacramento afin de commencer sa formation au sein de la police autoroutière de Californie. Cependant, durant la formation, il décida d'abandonner et partit s'installer à Minneapolis, dans l'État du Minnesota, où il devint directeur de district dans une société de vente de propane. Pendant ce temps, Andrew gagnait de l'argent en vendant de la drogue et demandait parfois de l'aide à Jeff. C'est peut-être pour cette raison que Jeff choisit de quitter la Californie et de mettre de la distance entre eux. C'est à peu près à cette période qu'Andrew se rendit à San Francisco et rencontra David Madson, un architecte de Minneapolis. David travaillait pour un cabinet réputé qui concevait des banques dans tout le pays. Il était le plus jeune de 4 enfants. Et bien qu'il n'ait jamais été gâté, il avait toujours été brillant. Il avait obtenu son diplôme en architecture à l'université de Minneapolis, recevant la médaille présidentielle pour la meilleure thèse de sa promotion. David était une personne très attentionnée, qui faisait souvent du bénévolat, aidait les personnes dans le besoin et travaillait comme moniteur de ski et de natation. Lorsqu'Andrew et David se rencontrèrent pour la première fois, ils ressentirent une connexion immédiate. Ils maintinrent une relation à distance pendant un certain temps, mais David commença à prendre ses distances, préoccupé par l'habitude d'Andrew de disparaître pendant plusieurs jours. David savait qu'Andrew était impliqué dans des affaires douteuses, suspectant un lien avec la drogue, après avoir été rejeté par son dernier Sugar Daddy. Et alors que Jeff et David prenaient leur distance, Andrew entama une descente aux enfers. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus personne pour subvenir à ses besoins. Il fut contraint de vendre sa voiture car il avait besoin d'argent et son mode de vie ainsi que sa confiance en lui étaient gravement menacés. Il s'impliqua de plus en plus dans la fabrication de drogues, notamment de méthamphétamine et de cocaïne, et ses cartes de crédit affichaient un découvert de plus de 40 000 $. Il s'installa dans un motel CD et réussit à convaincre ses créanciers
de lui accorder un délai supplémentaire afin de pouvoir acheter un billet d'avion pour Minneapolis. Andrew dit à ses amis qu'il comptait retourner à San Francisco, mais devait d'abord aller à Minneapolis pour régler quelques affaires. Andrew arriva à Minneapolis le 25 avril 1997. David vint le chercher à l'aéroport et ils allèrent dîner avant de passer la soirée dans une boîte de nuit, puis la nuit dans l'appartement de David. Le lendemain, ils sortirent à nouveau dîner et Andrew alla dormir chez Jeff, qui était alors hors de la ville avec son nouveau petit ami. Lorsqu'ils revinrent le jour suivant, Andrew était déjà parti. Des amis parlèrent à David le dimanche et avaient prévu de le retrouver plus tard dans la journée. Mais il ne vint jamais et ils ne parvinrent plus à le contacter. Les événements exacts ayant mené à la mort de Jeff et David demeurent flous, mais on pense qu'Andrew eut une violente dispute avec Jeff dans son appartement, au cours de laquelle il vola son pistolet avant leur départ. Plus tard dans la journée, Jeff et Andrew devinrent se retrouver dans un café près de l'appartement de David, mais les relevés téléphoniques montrent qu'un appel fut passé depuis le café vers l'appartement de David, puis depuis l'entrée de l'immeuble. Peu après, il semble que Jeff soit monté dans l'appartement de David. Une fois à l'intérieur, Andrew l'attaqua avec un marteau, le frappant 27 fois avec la tête plate et la griffe de l'outil. La montre de Jeff fut brisée lors de l'attaque et s'arrêta à 22h55. On pense que David était présent lors du meurtre et qu'il resta ensuite avec Andrew dans l'appartement pendant plusieurs jours. Les raisons pour lesquelles la police suspecta initialement David d'être impliqué ne sont pas claires, mais sa famille affirma qu'il était probablement retenu en otage. Des voisins les virent dans l'ascenseur le lendemain, puis plus tard promenant le chien de David. Il est possible qu'Andrew ait menacé de dénoncer David aux autorités pour sa supposée implication dans le meurtre, ce qui pourrait expliquer pourquoi David resta avec lui. Dans tous les cas, ils quittèrent l'appartement de David dans sa Jeep rouge et prirent la route vers le nord. Le 29 avril, un collègue de David, inquiet de son absence, se rendit chez lui, mais personne ne répondit. David avait manqué une réunion importante ce matin-là, ce qui poussa son collègue à appeler la police. En entrant dans l'appartement, ils découvrirent le corps de Jeff enroulé dans un tapis et caché derrière le canapé. Au début, ils ne savaient pas de qui il s'agissait. Ils pensèrent d'abord que c'était peut-être David, mais la description ne correspondait pas. Ce n'est que lorsque le médecin légiste défit le tapis et trouva le portefeuille et la carte d'identité de Jeff dans sa poche que son identité fut confirmée. Le 2 mai, David et Andrew furent aperçus dans un bar au nord de Minneapolis où ils déjeunèrent ensemble. Le lendemain matin, le corps de David fut retrouvé sur la rive du lac Rush, à environ 1 heure de route au nord de Minneapolis. Il avait été abattu de 3 balles avec le pistolet qu'Andrew avait volé à Jeff, une dans la nuque, dont la balle était ressortie par l'œil droit, une dans la joue et une dans le dos. Après le meurtre, Andrew quitta la région en utilisant le véhicule de David. Le principal enquêteur du meurtre de Jeff remarqua les informations concernant un corps retrouvé dans un comté voisin au nord, et les deux affaires furent reliées. Lee et Marilyn Miglin vivaient à Chicago, dans l'Illinois. Lee était un entrepreneur à succès dans l'immobilier, tandis que Marilyn était connue pour son engagement sur la chaîne Home Shopping Network, où elle vendait sa propre ligne de cosmétiques et de parfums. Le couple était marié depuis 37 ans et avait 2 enfants adultes. Le 3 mai, Marilyn partit en voyage d'affaires et Lee resta pour vaquer à ses occupations habituelles. Il devait aller chercher sa femme à l'aéroport le lendemain, mais ne s'y présenta pas. Marilyn dut prendre un taxi pour rentrer chez elle, et à son arrivée, remarqua que Lee n'était pas là. Dans la salle de bain à l'étage, elle aperçut un pistolet sur le comptoir et appela immédiatement la police. En attendant leur arrivée, elle demanda de l'aide à leur voisin, Stephen Bayer. Bayer fouilla la maison à la recherche d'indices. Il remarqua une pinte de glace à moitié fondue
et une canette de coca vide sur le plan de travail de la cuisine, ce qui semblait inhabituel pour quelqu'un comme Lee, connu pour son extrême propreté. Dans la salle de bain à l'étage, il retrouva le pistolet puis repéra une armoire encombrée dans la chambre d'amis. Dans le garage, il s'aperçut que la Lexus verte de Lee avait disparu. Lee possédait un téléphone dans sa voiture, mais aucun appel ne passait. Lorsque la police fouilla la maison, elle remarqua les mêmes éléments étranges que Bayer. Ils se dirigèrent ensuite vers le garage où les deux autres véhicules de Lee étaient toujours garés. Finalement, quelqu'un aperçut un corps sous le 4x4, partiellement dissimulé derrière une poubelle. Les mains et les pieds de Lee étaient attachés avec un câble d'alimentation. Son visage était enveloppé de rubans adhésifs et son corps avait été poignardé près de 30 fois avec un tournevis avant que sa gorge ne soit tranchée avec une scie d'élagage. Un détail étrange fut que, bien que poignardé, sa chemise boutonnée et son débardeur blanc ne présentaient aucun trou. Il semblait qu'il ait été changé après sa mort ou que son agresseur ait relevé sa chemise avant de l'attaquer. La secrétaire déclara aux enquêteurs qu'elle avait récemment remis 2000 $ en liquide à Lee, argent désormais introuvable. Des cheveux foncés, ne correspondant pas à ceux de Lee, furent retrouvés dans la salle de bain. Il était également évident que quelqu'un avait volé des vêtements et s'était enfui avec la Lexus de Lee. 3 jours après la découverte du corps, un policier remarqua 3 contraventions sur un Jeep Grand Cherokee rouge stationné un peu plus loin dans la rue de la maison de ville des Miglin. La vérification des plaques révéla que le véhicule avait été déclaré volé et les enquêteurs réalisèrent que le suspect dans l'affaire Miglin était Andrew Cunanan. La confirmation qu'Andrew avait quitté l'État du Minnesota permit au FBI de lancer une chasse à l'homme à l'échelle nationale. Le lien entre Andrew et Lee Miglin n'était pas clairement établi. Certaines spéculations suggéraient qu'il connaissait peut-être le fils de Miglin Duke depuis la Californie, mais aucune preuve tangible ne fut trouvée. Après le meurtre de Miglin, Andrew se rendit directement à New York où il visita le West Side Club, un sauna gay. On pense également qu'il alla au cinéma pendant son séjour à New York, mais ses activités exactes ne furent jamais précisément documentées. Après son passage à New York, il était déjà arrivé dans le New Jersey le 9 mai. La police tenta de localiser la voiture qu'utilisait Andrew grâce au téléphone embarqué. Bien que le téléphone nécessitât un code PIN pour émettre des appels, il envoyait de temps à autre un signal, ce que les autorités utilisèrent pour le repérer. Malheureusement, les médias relayèrent cette information, rendant Andrew désespéré de changer de véhicule. William Reese, surnommé Bill, était gardien du cimetière national Finn à Pennsville Township, dans le New Jersey, où il travaillait depuis 22 ans. Andrew remarqua Bill alors qu'il récupérait le courrier du cimetière au bord de la route avec son pick-up Chevy de 1995 et le suivit jusqu'au cimetière. Il s'approcha de lui par derrière et lui tira une balle dans la nuque, utilisant le même pistolet volé à Jeff qui avait plus tard été retrouvé dans la salle de bain de Miglin. Il s'agissait en réalité d'une réplique défectueuse d'une Beretta appartenant à Duke Miglin. Après le meurtre, Andrew vola le pick-up de Bill et s'enfuit. Après la découverte du corps de Bill, sa femme Rebecca, inquiète de ne pas le voir rentrer, se rendit au cimetière. Elle trouva les grilles ouvertes et la porte du bureau du gardien entr'ouverte. La police, une fois sur les lieux, découvrit le corps de Bill au sous-sol du bâtiment. En inspectant la Lexus de Lee, ils retrouvèrent un tournevis ensanglanté, plusieurs photos d'amis d'Andrew et des gants tachés de sang. Andrew se dirigea vers le sud avec le pick-up volé et arriva en Floride. Le 12 mai, il s'enregistra à l'hôtel Normandy Plaza à Miami Beach, payant 29 $ par nuit en espèces et utilisant une fausse pièce d'identité. Il gara le pick-up devant l'hôtel durant les premières semaines, puis le déplaça vers un parking municipal à quelques rues seulement de la maison de Gianni Versace. Au cours du mois et demi suivant, Andrew fit tout ce qu'il pouvait pour gagner de l'argent,
Il revendit des objets volés ou mis en gage, et il semble qu'il ait aussi volé un portefeuille. Le 12 juin 1997, Andrew Cunanan fut placé sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI. La nouvelle de ces meurtres fit le tour des médias, tant à la télévision que dans les journaux et à la radio. L'argent dont Andrew vivait avait rapidement commencé à s'épuiser. Il n'est pas clair s'il avait un plan à long terme, mais sa situation financière devenait de plus en plus critique. Gianni Versace ne résidait pas souvent dans sa villa de South Beach, mais il se trouvait aux États-Unis pour préparer l'introduction en bourse de son entreprise. À la mi-juillet, Versace était revenu dans sa maison en Floride. Le 14 juillet, Andrew quitta l'hôtel sans payer la dernière note. Le lendemain matin, le 15 juillet, Gianni Versace se leva tôt et sortit acheter 5 magazines dans un kiosque. Alors qu'il revenait chez lui et déverrouillait la porte d'entrée, Andrew s'approcha par derrière et lui tira une balle dans la nuque. La balle entra juste derrière l'oreille gauche, traversa l'arrière du cerveau et ressortit par l'avant du cou. La balle heurta l'une des grilles de la porte, se brisa et un éclat toucha une colombe à la tête, la tuant sur le coup. Gianni se tourna légèrement après le premier tir et le second projectile qui le frappa à la joue s'enfonça dans son cerveau. Le créateur s'effondra au sol, et bien que les secours aient tenté de le ranimer par massage cardiaque à leur arrivée, il fut rapidement constaté qu'il avait probablement subi une mort cérébrale immédiate. Un voisin, sous le choc, assista à toute l'attaque, tandis qu'un autre passant tenta de suivre Andrew, mais s'arrêta lorsque ce dernier pointa son arme vers lui. Le cuisinier de la maison de Gianni appela immédiatement les secours, tandis qu'un ouvrier à proximité alerta les autorités par radio. Gianni fut transporté d'urgence à l'hôpital où il fut déclaré mort. Malgré la rapidité de la police, Andrew parvint une fois de plus à disparaître. Les autorités retrouvèrent bientôt le pick-up Chevrolet volé dans un parking où furent découvertes de nombreuses affaires d'Andrew, confirmant qu'il était bien l'auteur de ce 5e meurtre et qu'il se trouvait toujours dans la région de Miami. La capacité d'Andrew à tuer, disparaître et réapparaître, semant la terreur partout où il passait, provoquait une grande panique. Malgré la traque intensive, il n'y avait toujours aucune trace d'Andrew. Le 23 juillet, un gardien nommé Fernando Carrera se rendit dans une maison bateau pour le compte d'un client et remarqua que la serrure de la porte était brisée. Il sortit son arme et entra pour inspecter les lieux, mais entendit alors un coup de feu venant du 2e étage. Lorsque la police arriva, les premiers rapports indiquèrent que le propriétaire du bateau était lié à Gianni Versace, ce qui amena la police à penser qu'Andrew se trouvait à l'intérieur. Ils encerclèrent la maison pendant des heures, coupèrent l'électricité et préparèrent une intervention tactique, mais tout cela s'avéra inutile. Andrew s'était tiré une balle dans la tête et fut retrouvé mort. Des résidus de poudre sur ses mains confirmèrent qu'il s'était suicidé. Le nombre de balles manquantes dans le chargeur du pistolet correspondait exactement au nombre de balles utilisées au cours de sa série de meurtres. Il n'y eut jamais de réponse claire quant aux raisons qui avaient poussé Andrew à tuer ces personnes. De nombreuses spéculations et rumeurs circulèrent, certaines plausibles, d'autres invraisemblables, mais rien ne fut jamais prouvé. Le meurtre de Bill Reese semblait clairement motivé par le besoin d'un nouveau véhicule, tandis que les meurtres de Jeff Tra et David Madsen pourraient s'expliquer par la colère d'Andrew face à leur rejet, bien que cela ne reste que de simples suppositions. Concernant les meurtres de Lee Miglin et Gianni Versace, des rumeurs évoquèrent des relations secrètes, des histoires de drogue ou de transmission du sida, mais les familles des 2 victimes affirmèrent qu'Andrew n'avait aucun lien avec elles. La plupart des récits qu'Andrew faisait sur les personnes qu'il connaissait étaient mensongers, rendant toute vérification impossible. En fin de compte, peu importe les raisons de son périple meurtrier, il était devenu évident qu'Andrew était un monstre, et malheureusement, il fallut 5 victimes innocentes pour que cela soit compris.